Depuis le début de la décennie 1990, la mécanique des élections pluralistes est à la mode sur le continent africain avec diverses fortunes et infortunes. Des élections censées renforcer les processus de démocratisation en cours, mais qui, bien souvent, jurent par leur impréparation, leur inorganisation et surtout par l'intention cachée ou manifeste de ceux qui, encore nombreux, pensent qu'en Afrique, on ne peut pas et on ne doit pas organiser des élections pour les perdre. Mais doit-on les organiser ou se refuser de le faire pour entretenir la violence et semer le chaos? Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Périscope sur Burkina Info qui marque aujourd'hui une halte sur le chapelet d'élections présidentielles qui agite l'actualité du continent en ce moment. Nous ferons ce tour d'horizon des scrutins achevés, mais aussi de ceux à venir bientôt avec les éclairages de deux personnes ressources de poids. Tout d'abord, Fanny Noirot-Cabré, journaliste et correspondante de TV5 Monde et de Radio France. Bonsoir. Bonsoir. Donc, correspondante au Burkina. Ablassé Ouedraogo, ancien ministre des Affaires étrangères et président de Le Faso Autrement. Bonsoir, monsieur Ouedraogo. Bonsoir, monsieur Tomoli. Et merci d'avoir madame Cabré. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Le décor est ainsi planté pour notre rendez-vous de ce soir. Mesdames, messieurs, à nouveau bonsoir. Voici le 43e numéro de votre émission Périscope. Après la Sierra Leone et l'Égypte en mars, et en attendant le Cameroun en octobre, Madagascar en novembre et la République démocratique du Congo en décembre prochain, on continue d'épiloguer ça et là sur les élections présidentielles qui viennent de se tenir au Mali et au Zimbabwe. Le moins que l'on puisse dire, c'est que 2018 est une grande année électorale sur le continent. Et les dernières consultations enregistrées, notamment au Mali et au Zimbabwe, soulignent encore la fragilité de notre système électoral, voire de nos institutions. Quel diagnostic général peut-on faire de la gestion des élections sur le continent? On commence par la dame Fanny Noirot-Cabré. Il faut prendre en compte à chaque fois le contexte sociopolitique qui est difficile dans les deux pays que vous avez cités, et notamment au Mali. Organiser des élections dans un pays où vous avez une partie de la population qui va ne pas pouvoir voter ou qui a, pour des raisons notamment d'insécurité, forcément, ça complique le résultat, ça complique la crédibilité du vote et ça explique pour moi en grande partie, c'est des bonnes élections se font souvent dans des pays stables et du coup ce sont des élections acceptées. Effectivement, quand il y a des situations très difficiles, ça influe sur le résultat, sur le vote. Ça influe sur le vote. D'ailleurs, le taux de participation au Mali était très faible, un peu plus de 30%. Ablassé Ouedraogo, comment jugez-vous le déroulement de ce processus électoral, pas seulement au Mali, mais sur le continent? Je pense qu'avant d'aller sur des cas spécifiques, il faut dire que l'élection, c'est le mode opératoire pour la dévolution du pouvoir en démocratie. Et il faut dire aussi que la démocratie, c'est un régime. Et je pense qu'au plan international, c'est le régime qui est le mieux en ce moment. Considéré comme le moins mauvais des systèmes. Le moins mauvais. Vous avez raison de dire le moins mauvais, surtout que pour l'Afrique, c'est un régime qui est importé, qui est imposé et qui n'englobe pas toutes les valeurs que nous avons. Et si je reviens sur le cas du Mali, je pense qu'on fait toutes les analyses, mais on ne tient pas compte de la sociologie de ce pays. Et on devrait, pour que l'élection soit vraiment des plus équitables, une élection acceptée, il y a beaucoup de considérations en interne qui devraient être prises en compte. C'est vrai que le cas du Mali est particulier en ce moment à cause de la situation de l'insécurité, mais vous vous rendez compte, 24 candidats pour un seul pays, si on doit faire le choix en fonction des programmes des uns et des autres, je ne sais pas comment on peut faire des différenciations entre 24 programmes pour un pays comme le Mali, et on connaît quelles sont les potentialités économiques de ce pays. Et il faut dire que, malheureusement pour l'Afrique, la question que l'on est en droit de se poser, a-t-on besoin de développement ou a-t-on besoin d'élections? Moi, je dis, toutes les difficultés que nous avons dans le contexte des élections
viennent du fait que nous n'avons pas encore réglé nos problèmes de développement économique. Donc, il faut plus de développement et moins d'élections, c'est ce que vous voulez dire? Moi, je pense que au lieu qu'on fasse du replâtrage, au lieu qu'on essaye de singer, de faire comme les autres, la préoccupation du continent, c'est comment faire pour assurer le développement. Et si je glisse sur l'Asie, l'Asie n'a pas eu besoin du même format de démocratie que celui qui existe en Europe pour faire son émergence. Oui. Pourquoi est-ce que les Africains ne pourraient pas imaginer, en fonction de leurs valeurs culturelles, en fonction de leur contexte, se créer un format de gouvernance pour permettre donc le développement harmonieux de notre continent. Endogénéiser donc la démocratie, mais tout de même, on ne peut pas dire que l'Afrique n'a pas avancé depuis toutes ces années où elle expérimente ces élections pluralistes. Oui, c'est normal d'avoir des balbutiements au début quand effectivement on teste de nouvelles choses. Je suis d'accord sur le fait qu'effectivement la démocratie a été amenée de l'extérieur, ce n'était pas des choses qu'on avait de manière, on va dire, peut-être traditionnelle. Donc forcément, je ne dis pas que c'est inadapté, il y a peut-être des choses à revoir. On force peut-être parfois les choses dans certains pays, c'est un peu plus difficile à mettre en place. En même temps, dans un pays comme la RDC, vous avez vu comme c'est vaste, effectivement, c'est difficile à faire des élections, à avoir tant de bureaux de vote, pouvoir répertorier tous les votes, surtout quand il n'y a pas de vote électronique ou qu'il n'y a pas les machines. Effectivement, en Asie, c'est différent. Là, je rejoins M. Drago, il y a peut-être des nuances à avoir selon certains pays, mais en même temps, je ne trouve pas que ce soit inadapté. Je pense qu'on est dans les débuts, qu'il y a des fois peut-être des ratés. Mais bon, en tout cas, on essaye. Je ne pense pas que les populations soient contre, en tout cas, ces élections, au contraire. Oui, mais en même temps, on ne peut pas occulter le fait qu'on en est là aussi parce que les peuples africains avaient cette aspiration pour la liberté et pour la démocratie et que les régimes monopartisans d'alors ont été également décriés en raison du contexte international qu'on a connu avant le début des années 1990. Oui et non, parce que vous pouvez aussi avoir... Enfin, oui, je suis un gros oui, mais je veux dire, par exemple, même si vous avez des élections, par exemple, des fois avec un candidat qui est là depuis longtemps, s'il arrive à se représenter, bon, vous allez avoir quand même des personnes qui vont voter pour lui. Donc, c'est qu'il n'y a pas non plus un rejet. Voilà, il faut aussi prendre ça en compte et pas forcer de dire qu'au bout de... que la personne doit partir. Enfin, il faut prendre, il y a quelques nuances à prendre, mais il faut garder quand même ce principe-là. Il faut garder ce principe. En tous les cas, première étape de notre tour d'horizon, ça sera le Mali. Après le premier tour de l'élection présidentielle qui s'est tenu le 29 juillet dernier, suivi d'un second tour le 12 août, le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, est déclaré vainqueur malgré les récriminations du candidat de l'opposition. L'ambassadeur du Mali au Burkina s'est exprimé sur cette élection cet après-midi à Ouagadougou et je vous propose, avant de poursuivre, de l'écouter dans ce reportage signé Sékou Ouedraogo de la rédaction de Burkina Info. Avec un taux de 67,16% des voix, le candidat du Rassemblement pour le Mali RPM, Ibrahim Boubacar Keïta, a été proclamé vainqueur de la présidentielle et réélu président de la République du Mali le 20 août dernier par la Cour constitutionnelle du Mali. À la représentation diplomatique du pays au Burkina, cette réélection du président Ibeka est une marque de confiance du peuple malien dans sa majorité à l'homme. Les Maliens ont fait leur choix et le choix des Maliens doit être respecté de tous. Car le président Ibrahim Boubacar Keïta a été réélu de manière éclatante, toute chose qui lui a valu les félicitations de ses pairs. Sa réélection à la présidence du pays pour un second mandat découle du fait que les Maliens, dans leur grande majorité, ont cru en lui et soutiennent son programme de développement. Pour l'ambassadeur du Mali au Burkina, les élections se sont déroulées de façon transparente. Il rejette de ce fait les irrégularités dont font cas certains partis de l'opposition. Par rapport au scrutin proprement dit, il faut souligner que conformément à la loi électorale, le processus du dépouillement a été mené dans chaque bureau de vote de manière transparente en présence des assesseurs de la majorité et de l'opposition. Dans ces conditions,
on ne saurait parler de bourrage d'urne ni de manipulation des résultats. Aucune irrégularité dans le processus de comptage n'a été observée ni ou portée à l'attention des observateurs nationaux et internationaux déployés sur le terrain. Tout en appelant ses compatriotes au dialogue et à la préservation de l'intérêt national, Amadou Soulalé invite les Maliens à s'inspirer de l'exemple des Burkinabés lors des élections du 29 novembre 2015. Tout en demandant aux différents acteurs politiques maliens à mettre le pays au-dessus de toute considération partisane, je les invite à transcender leurs différences, à accompagner le président de la République et travailler tous ensemble pour le retour définitif de la paix et la sécurité, gage de tout développement. À cet effet, je leur demande de s'inspirer de l'exemple burkinabé lors de l'élection présidentielle de novembre 2015. À cette occasion, le pays des hommes intègres a donné une belle leçon de démocratie au reste du monde. Le Mali, en plus d'être gangréné par le terrorisme, connaît une situation de crise post-électorale depuis l'annonce de la victoire du président Ibeka le 12 août dernier. Une victoire rejetée par Soumaïla Cissé du principal parti de l'opposition, l'Union pour la République et la démocratie, qui s'est lui aussi autoproclamé président élu. C'était l'ambassadeur du Mali au Burkina qui appelait ses compatriotes au calme et à la retenue, saluant au passage le dernier scrutin présidentiel du Burkina, pendant que l'opposition annonce une nouvelle marche de protestation ce 25 août à Bamako et à l'étranger pour faire, je cite, « respecter le vote des Maliens ». Pendant ce temps, Ibeka, le président élu, tend la main pour la gestion de son deuxième mandat à la tête de l'État malien. Ablassio Ouédraogo, diplomate, vous êtes toujours diplomate dans l'âme. Vous avez écouté l'ambassadeur du Mali au Burkina. Il salue d'ailleurs l'exemple burkinabé. Est-ce qu'il sera entendu? Je pense que l'ambassadeur est dans son rôle. C'est le représentant personnel du chef de l'État qui l'a nommé. Et je pense qu'il n'a pas le choix que de faire la déclaration que nous venons d'entendre. Il faut reconnaître que, et je vais donner une définition d'abord avant de poursuivre, c'est Abraham Lincoln qui l'a dit, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est ça. Maintenant, il y a des difficultés liées à l'opérationnalisation de cela parce que, et on le voit, les crises viennent soit quand on ne respecte pas la Constitution, quand on ne respecte pas le mandat, ou quand même, et il l'a dit l'ambassadeur, les élections ne sont pas du tout transparentes. C'est l'organisation des élections qui peut poser le problème. L'ambassadeur a dit que cette élection était transparente. Hein? Oui, je dis l'ambassadeur est dans son rôle. Il ne peut pas dire autrement. Je souhaite seulement que les Maliens sachent, toute raison gardée, comprendre que le pays leur appartient tous et qu'ils doivent faire tous ensemble pour assurer un avenir à ce pays. Et quand je dis que les crises post-électorales viennent du fait que, bien comprendre la démocratie, il y a la raison du plus fort qu'on applique. Et il y a un politique français qui a dit... La raison du plus fort, c'est la raison de Ibeka, c'est ce que vous voulez dire? Ça, c'est dans tous les pays. Et c'est pour cela que je veux compléter avec ce que le politicien français Goguenard a dit. Il faut laisser les chefs d'État africains qui organisent les élections les gagner. Parce que même si vous les empêchez, ils vont réorganiser d'autres élections. C'est tout simplement pour dire que la raison aidant, les moyens aidant, ceux qui sont toujours en place sont avantagés. Il y a quelques cas exceptionnels. Mais moi, de mon expérience au plan continental, et Dieu seul sait le nombre de pays que j'ai parcourus, chaque fois qu'il y a des résultats provisoires d'une élection, quand il y a des recours qui sont posés, ces recours-là aboutissent rarement, sauf pour le cas du Kenya, et là c'est une exception. Donc, j'ai dit,
l'Afrique doit s'inventer sa propre démocratie. L'Afrique doit s'inventer son format d'évolution du pouvoir. Parce que ce que nous avons entre les mains aujourd'hui, et c'est pour cela que je suis heureux d'être là, parce que nous ouvrons un débat qui va peut-être prendre des générations. Mais il faudrait que nous, Africains, nous réfléchissions sur ce que nous pouvons faire pour avoir une transmission de pouvoir qui ne soit pas toujours teintée de bagarre ou teintée de guerre. Regardez, sur les 15 années de démocratie, mais tout se termine toujours par des crises. Et je dis encore une fois, l'apaisement dans la période d'après-élection, la paix sociale dans la période d'après-élection se prépare dès l'organisation du fichier électoral. Et malheureusement, en Afrique, les gens, ce n'est pas la conscience qui importe, c'est le ventre qui importe. Oui, c'est le ventre qui importe. Ce que vous dites aussi, c'est qu'il faudra quand même trouver les moyens et les mécanismes pour aller à l'apaisement dans ce genre de situation. Surtout qu'au Mali, on a une situation très critique. L'ambassadeur a lancé un appel pendant que l'opposition reste toujours contre ces résultats et se propose d'organiser une marche dès samedi. Oui, parce que le taux de participation reste quand même faible, c'est 34% pour ce second tour. Ça veut dire que c'est moins de 3 millions d'électeurs qui sont allés voter sur les 8 millions qui étaient inscrits. Déjà 8 millions inscrits sur la population totale du Mali, ça fait pas beaucoup. Donc c'est vrai que bon, il faut compter qu'évidemment, il y a des personnes qui ne peuvent pas voter, notamment les mineurs. Mais effectivement, on regarde donc le nombre de voix qu'a IBK, ça ne fait pas beaucoup au prorata de la population. Donc c'est normal, l'opposition est dans son droit, dans son rôle de faire ça. Je pense que Soumaïla Cissé y croyait. Effectivement, quand vous êtes le président sortant, vous avez un peu plus de chances de faire un second mandat parce que vous connaissez les rouages, vous avez une machine de guerre, on peut l'appeler comme ça. Oui, vous connaissez, donc vous pouvez placarder sur les murs de la ville plus facilement, vous connaissez les endroits, vous avez une équipe de communication. Pourquoi faire un second mandat? Pourquoi faire une élection pour un second mandat? Ça, c'est là la question que doivent poser les Maliens, en tout cas pour ceux qui ont voté, parce que c'est vrai que le bilan d'IBK n'est pas très positif, n'est pas très à son avantage, notamment sur tout ce qui est les accords d'Alger, qui ont été signés sous sa présidence, puisque c'était en 2015, mais dont on attend toujours la feuille de route. Donc cette situation au nord qui est toujours compliquée, qui est en train de descendre en plus au centre, vers Mopti. Ouais. Donc effectivement, là, c'est ce que les Maliens doivent demander à leur président donc nouvellement élu, c'est voilà, qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire au premier mandat. Apporter de l'eau au moulin à un certain Patrice Talon qui parlait de mandat unique. Oui, alors mandat unique, oui et non, mais... C'est la question qu'on se pose, c'est quelque chose que vous n'avez pas réussi à faire en 5 ou 7 ans. Est-ce que vous allez réussir à le faire après? Après aussi, entre guillemets, IBK est arrivé dans un pays qui était particulièrement difficile. Oui, tout à fait. 5 ans pour remettre des institutions en place, c'est difficile. C'est difficile. Est-ce que vous comprenez donc en ce moment-là la France, lorsqu'elle appelle les Maliens, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, à l'union et à la réconciliation nationale face au défi du terrorisme? Ça, c'est le rôle de la France de faire ça, de par son implication notamment dans la sous-région. Évidemment, elle va appeler à la paix, évidemment, elle va faire en sorte que ces élections se passent dans de bonnes conditions, essayer d'aider peut-être militairement à sécuriser certains endroits ou pas. C'est le rôle de la France qui est présente dans cette sous-région et qui n'a pas intérêt à ce que le pays traverse une nouvelle crise, surtout qu'il y a encore toujours les troupes militaires françaises, donc ne serait-ce et des ressortissants, donc ne serait-ce que pour ça. La France défend ses intérêts. En tout cas, c'est son rôle de l'image qu'il y a le pays des droits de l'homme. Ça, après, on adhère ou pas, mais en tout cas, c'est son image à l'international. C'est son rôle d'appeler à la paix sociale et au calme, oui. Alors, Ablassou Ouedraogo, vous avez été ministre des Affaires étrangères pendant longtemps. Vous diriez la même chose si vous étiez dans la même posture que Jean-Yves Le Drian? Non, moi, je pense que chaque pays a son histoire. Et il faut laisser à chaque peuple se déterminer. C'est ça aussi l'indépendance. C'est ça aussi la démocratie. Et je dis que
pour les pays africains, malheureusement, c'est l'ingérence de l'extérieur qui complique même l'installation de la démocratie. Parce que si vous prenez pays par pays, il y a des situations où le président même est choisi par l'extérieur. Je donne une illustration. À peine les résultats provisoires ont été prononcés, avant même que la Cour constitutionnelle au Mali n'ait statué, des tonnerres d'applaudissements et de félicitations. Ça influence la vie du pays. Moi, je dis, après 58 ans, 60 ans d'indépendance, l'Afrique devrait pouvoir respirer. L'Afrique devrait pouvoir ce que vous décrivez, décider. Ablassé, ça, c'est pas forcément ni entièrement la faute de l'étranger, c'est aussi et d'abord la faute de nous autres Africains. Mon cher Serge, je vous ai dit que la démocratie telle que nous la vivons n'a rien à voir avec notre culture, n'a rien à voir avec notre sociologie. C'est un régime qui est imposé, qui est importé. Malheureusement, depuis l'esclavage, en passant par toutes les formes de domination, on est passé à l'assistance, à la coopération, au partenariat. On est dans une situation où les pays africains continuent de chercher leur voie. C'est pour cela que je dis, et je ne désespère pas, les pays asiatiques sont devenus émergents sans avoir mis en œuvre le modèle de démocratie à l'occidental. Ils ont trouvé leur voie en utilisant leurs valeurs. En Afrique, ici, nous avons des valeurs. Je prends un exemple pour le Burkina. Rapidement. On est en train de traverser des crises sociales, des grèves par-ci, des grèves par-là. Ça finit par trouver une solution quand on implique les chefs traditionnels ou les religieux. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas imaginer un système de gouvernance, un système d'institution, où on mettrait donc ces possibilités-là, c'est-à-dire ces catégories de personnes qui aident à résoudre les problèmes? Ça nous ressemblerait un peu plus. Mais on copie toutes les institutions qu'il y a à l'extérieur et qui n'ont rien à voir avec nos besoins. Je dis, après 60 ans d'indépendance, et c'est pour cela que je suis heureux d'être sur ce plateau aujourd'hui, le débat est ouvert sur le format de gouvernance que l'Afrique doit se donner. Donc, recréer un moule et puis remouler tout ça pour sortir quelque chose qui ressemble davantage à l'Afrique, mais en même temps, il y a des canevas, il y a des fondamentaux à respecter. Oui, mais il y a des exemples aussi qui montrent que cette démocratie se passe très bien, et le Burkina a été cité en exemple, il reste même à l'international encore un exemple de cette démocratie qui se passe bien, de ces élections qui ont été acceptées. Après, voilà, évidemment, il y a des discordances à l'intérieur du pays, mais dans l'ensemble, cette démocratie a été acceptée. Aujourd'hui, vous diriez au Burkinabé, il n'y a plus d'élections, on va choisir, je ne sais pas quel modèle, après ça dépend encore le modèle, qui serait basé sur quoi? Sur des ethnies, sur des religions? Je ne suis pas sûre que ça fonctionnerait. C'est ça que je veux dire. Il faut voir quel est le modèle à ce moment-là. Et je pense que pour moi, la démocratie a de nombreux exemples sur le continent africain qui montrent que ça fonctionne. Il y a des endroits où, effectivement, il y a encore des royautés. Au Maroc, c'est le cas. Ça fonctionne comme ça. Ils n'ont pas envie de changer. Ça, voilà, effectivement, il y a des nuances. Mais il y a des exemples qui montrent que la démocratie fonctionne. Alors vite, pour qu'on passe à un autre théâtre. Sur l'exemple du Burkina Faso, je vais me permettre, ayant été acteur, j'étais candidat, je suis arrivé 5e, tous les candidats ont joué le jeu après la proclamation des résultats. Roch Kaboré, 53,46%. Nous tous, patriotes, nous avons dit, donnons la chance à notre pays, donnons la chance à Roch pour qu'il gouverne. Malheureusement, on est dans une situation où les aspirations des populations, à ce jour, n'ont pas été satisfaites. C'est ce que je dis. Alors, et je vous dis une chose, ce qui se prépare pour 2020, vous êtes là, vous vivez avec nous, et vous savez qu'il y a des préoccupations quant au code électoral qui a été modifié. Et nous disons que si l'on en prend garde, et je voudrais ici lancer un appel solennel au président Kaboré, qui n'a pas encore promulgué cette loi que les députés ont adoptée,
qu'il demande une deuxième lecture pour prendre en compte les préoccupations des uns et des autres, pour préparer un Burkina Faso apaisé après les élections de 2020. Et je dis, compte tenu des expériences que j'ai vues ailleurs, si les règles du jeu ne sont pas clarifiées par consensus, ne sont pas acceptées par consensus, il est difficile d'éviter une crise à la fin des élections. Et je dis, ce n'est pas encore tard. La Constitution l'autorise à demander une deuxième lecture à l'Assemblée nationale et les députés prendraient en compte toutes les préoccupations qui ont été mises sur la table, notamment la réinclusion de la carte consulaire, le choix des lieux du vote. Il faut laisser tomber cette histoire d'enrôlement par SMS. Donc, il y a beaucoup... Et puis, exclure l'ONI du circuit de la CENI si on veut vraiment être démocrate et républicain. Et donc, je dis encore une fois... Il faut retravailler sur le texte et prendre en compte un certain nombre de préoccupations. C'est un appel que vous lancez. Espérons peut-être qu'il sera entendu. Mais ce qu'on peut dire dans tous les cas pour ce soir, c'est qu'effectivement, le code électoral, le fichier électoral sont des instruments, sont des mécanismes qui souvent entraînent des problèmes si on y prend garde. Oui, effectivement, mais sur le principe, la démocratie, ce que je vous disais, la démocratie est acceptée. Ensuite, c'est à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe, ça on est d'accord. Le fichier électoral fait partie, effectivement, parfois, dans certains pays, de sources de conflits, surtout quand il est modifié peu de temps avant l'élection. Évidemment, ça fait suspect. Si ce fichier est modifié juste après une élection, une investiture... Ça donne le temps de s'organiser. Effectivement, ça paraît moins suspect. Encore, faut-il le justifier? Donc là, effectivement, c'est une question qui se pose à 2 ans de l'élection. Ce fichier, ce code électoral qu'on modifie. Pourquoi maintenant la carte consulaire, qui est jusque-là reconnue, n'est plus reconnue? C'est la question qui se pose. Le Conseil constitutionnel a lui tranché en disant que le code est valable, que c'est valable, que ça ne discrimine, il n'y a pas de discrimination entre les citoyens qui soient résidents ou non. C'est conforme à la Constitution. Voilà, conforme à la Constitution. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que en 1 an, puisqu'il faut donc du coup s'inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2019 pour l'élection de 2020, est-ce que les Burkinabés de l'extérieur auront le temps de se répertorier pour avoir une CNIB ou un passeport? Est-ce que l'ONI va se déplacer? Ça, c'est les questions qui se posent. Et donc, effectivement, là, il reste 1 an. Donc, c'est ça qu'il faut déterminer. Il faut déterminer si, effectivement, c'est promulgué. Non, je crois qu'il faut clarifier. Ce que le Conseil constitutionnel a fait, c'est de dire simplement le droit. On lui a demandé, est-ce que la loi votée par les députés était conforme à la Constitution? Il a dit oui. Sur le plan juridique, il n'y a aucun problème. Mais le problème ne se pose pas à ce niveau. Le problème se pose au niveau politique et social. Pour construire la nation, vous avez besoin de tout le monde. Et pour avoir tout le monde, il faut accepter que chacun aille avec les moyens à sa disposition. Vous faites bien de le souligner. Pour ce qui est du Gabon et de la Côte d'Ivoire, la carte consulaire est un document biométrique valable. Et c'est même le gouvernement qui l'a instauré. Donc, il n'y a vraiment pas de débat pour demander qu'on l'exclue. Parce que là, on va directement sur des élections avec des exclusions, des élections avec des restrictions. Et je ne pense pas que ça va servir le Burkina Faso. Nous sommes une nation très jeune. Nous avons besoin de construire l'unité nationale, la cohésion sociale. C'est pour cela que nous disons, et nous n'arrêtons pas de le dire, allons à la réconciliation nationale. C'est une nécessité impérieuse et c'est un impératif catégorique. Et au jour d'aujourd'hui, le Burkina Faso a besoin de se réconcilier avec lui-même et les Burkinabés de se réconcilier entre eux. Nous ne voyons pas de possibilité, nous ne voyons pas d'alternative pour un avenir meilleur pour les Burkinabés et pour les Burkina Faso tant que nous n'allons pas redéfinir une base de notre unité nationale, une base de notre nation. Et cela,
c'est à travers la réconciliation nationale. Oui, M. Ablassio-Ouedraogo, c'est très bien tout ça, mais ça c'est un débat politicien et politique que vous allez mener, mais le droit aussi a été d'une certaine façon dit sur cette question. De toute façon, le débat se poursuit et chacun argumente de son côté par rapport aux documents exigibles, mais les documents exigibles ont été donc indiqués dans ce nouveau code électoral. Mais on va évoluer dans cette émission pour parler d'un autre théâtre sur cette dynamique des élections sur le continent, avec le Zimbabwe où la Cour constitutionnelle se penche depuis mercredi sur le recours en annulation de l'opposition qui affirme avoir remporté le scrutin du 30 juillet alors que le président sortant, Emerson Mnangagwa, est déclaré vainqueur avec 50,8% des voix. Fanny Noiro-Cabri. Eh ouais, situation encore, du coup, un exemple de... Situation de crise. Difficile, effectivement, là, c'est le recours de l'opposition qui demande. Il va falloir maintenant voir ce qui sera décidé d'ici quelques heures. Oui, d'ici mercredi. Non, d'ici vendredi. Oui. Pour savoir donc si on refait l'élection, si on a un remake de l'exemple Kenya, ou si Emerson Mnangagwa se satisfait de ces 50,8%, mais ce n'est plus des 98%. En fait, on revient à ce que je disais. En Afrique, les chefs d'État qui organisent les élections, il vaut mieux les laisser gagner. Donc il ne faut plus organiser l'élection. C'est pour cela que je pose la question, c'est pour cela que j'ouvre le débat. A-t-on besoin d'élections en Afrique ou a-t-on besoin de développement? Et je vous explique. Vous savez, les élections sont nécessaires pour le développement aussi. Non, élections... Il faut rassurer aussi, des fois, les bailleurs de l'extérieur qui seront... Il faudrait qu'on se passe des bailleurs de l'extérieur. L'Afrique doit se développer avec ses moyens. Elle peut se développer avec ses moyens et avec les bailleurs de l'extérieur pour justement se développer. On est avec les bailleurs de fonds là et il n'y a vraiment pas de lueur d'espoir. Je vous explique pourquoi on doit se préoccuper du développement. On parle de démocratie, on parle d'élections. Mais aujourd'hui, pour organiser les élections, quand vous regardez le montant faramineux d'argent qu'il faut, si un temps soit peu, on utilisait cet argent-là pour faire des puits, faire des forages, des barrages, donner du travail aux populations rurales, donner du travail aux jeunes, vous ne pensez pas que cela va augmenter leur niveau intellectuel? C'est pas incompatible. Non, attendez. C'est pas l'un qui empêchera l'autre. Si. Le manque de développement fait que les élections ne peuvent pas se dérouler de la bonne manière. Tout simplement parce que on va pas faire les gens qui vont on va pas mettre les élections entre parenthèses pour s'occuper du développement. Les deux doivent aller ensemble. Je ne dis pas de mettre les élections entre parenthèses. Moi, ma préoccupation, c'est donner la liberté au peuple africain de pouvoir faire son choix. Et vous savez bien que quelqu'un qui a le ventre vide n'est pas libre. Et je dis encore une fois, tout l'argent que nos partenaires de l'extérieur viennent dire, nous allons vous aider pour faire les élections. Si on pouvait prendre cet argent-là et investir dans la construction de routes, dans la construction d'usines, dans la production d'énergie, créer des emplois, créer des revenus, vous ne pensez pas que le niveau intellectuel des Africains va augmenter et que quand on va arriver à des élections, ils sauront choisir. Aujourd'hui, vous allez, moi je suis un homme politique, j'ai fait la campagne. Vous donnez 2000 francs à quelqu'un, ça suffit. Le monsieur vend son âme. C'est ce que vous avez fait pendant la campagne? Non, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Vous donnez 2000 francs, le monsieur est content, il dit je vote pour toi. Donc du coup, vous avez parlé des projets de société, ça ne entre pas en ligne de compte dans le vote. Je vous parle de ce qui est réel. Aujourd'hui, si vous n'avez pas d'argent, n'allez pas en politique. Vous n'allez avoir personne. Et c'est pour ça ce qui intéresse les gens, c'est le ventre, ce n'est pas leur conscience. C'est pour cela que ceux qui sont déjà en place en ont peut-être un peu plus que vous autres. C'est pour cela que ce n'est pas la peine qu'ils organisent des élections. Non, moi je pense que justement, s'il y a des élections qui sont organisées, ça peut aussi donner confiance dans les pays et du coup faire venir de nouveaux bailleurs, permettre de développer l'économie locale pour avoir une certaine autonomie et justement pouvoir aider à construire des routes qui seraient à la fois construites, et c'est avec la plus grande fierté de pouvoir se dire que le pays peut lui-même construire les routes puisqu'il a aussi eu de l'aide en partie parce qu'il a été jugé
rassurant, en tout cas, par certains bailleurs internationaux. Ce que je vous dis que c'est pas du tout incompatible. Et vous dites quelqu'un qui a le ventre vide, mais quelqu'un qui a le ventre vide, il a toujours tout à fait le droit de choisir qui va le représenter au niveau national, au niveau international. Et qui peut défendre aussi ses idées. Vous savez bien, Madame Cabré, que pour attirer les investisseurs, vous avez besoin d'une situation où il y a la paix sociale, la sécurité, la stabilité et la confiance. On peut obtenir tout cela par les élections. Prenez toutes les élections une à une. La fin des élections en Afrique, c'est toujours la bagarre. Oui, mais monsieur, c'est la crise. Monsieur Ouedraogo. C'est pareil. Monsieur Ouedraogo, c'est pas en cassant le thermomètre qu'on va faire baisser la fièvre. Il faut pas mettre les élections entre parenthèses pour les questions de développement, mais il faut y aller ensemble. Je n'ai pas dit de mettre les élections entre parenthèses, j'ai dit de trouver un format qui prendrait moins de moyens qu'on pourrait reverser dans le domaine du développement. Alors, l'appel est lancé aux chercheurs, aux anthropologues, aux sociologues, aux sages, aux chefs coutumiers, à tout le monde de repenser le modèle démocratique africain. Un coût d'élection n'est quand même pas excessif. C'était le magazine Jeune Afrique qui avait calculé par électeur, et au Burkina, ça revenait à 5 000 francs par personne. C'est une somme, j'en suis d'accord, mais ce n'est pas excessif. De Burkinabés. Mais pas autant qui votent. Non, nous sommes 25 millions de Burkinabés. Multiplier ça par 5 000, ça peut construire un barrage. Le nombre d'électeurs par électeur, 5 000 francs par électeur, c'est ce que coûte une élection. Ils ont sorti quelques chiffres, c'était à peu près presque 6 000 francs au Mali. Il y avait des endroits, par exemple au Congo, il avait évalué à 8 000 francs. C'est une somme, mais c'est pas excessif. C'est-à-dire l'impression c'est pas avec 5 000 francs que vous allez pouvoir construire tout ce que vous dites. Ça, c'est après parce qu'il y aura eu des élections, parce qu'il y aura eu un gouvernement solide, une paix sociale qui est aussi instaurée par un gouvernement reconnu. Et ça permet ce développement. Alors j'apporte un peu de l'eau au moulin de M. Ablassé. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut des conditions préalables pour tenir des élections pacifiques, c'est ça? Participatives et crédibles. Mais ces conditions sont connues. Elles sont connues, elles ont été énumérées à longueur de fora, à longueur de colloques sur le continent. On parle notamment de quoi? D'inclusion, de transparence, d'intégrité, de professionnalisme et de responsabilisation. Est-ce vraiment la mer à boire pour nos pays? Malheureusement, ceux qui sont aux affaires ne jouent pas le jeu. Si je prends par exemple le cas du Burkina Faso, pendant la transition, on a joué l'exclusion. À l'époque, quand vous prononciez le mot inclusion, et je sais de quoi je parle, vous étiez un pestiféré. C'est comme aujourd'hui, quand on parle de réconciliation, il y a des gens qui veulent vous lapider. Je dis, une nation se construit. Et dans une nation, on a besoin de tout le monde. C'est pour cela que j'ai dit, les conditions, comme vous le dites, préalables à des élections réussies, commencent par la préparation du fichier, par la mise en place des règles pour l'élection. C'est pour cela que j'ai dit, pour le Burkina Faso, qui a été un exemple en 2015, je pense que le président Kaboré serait très bien inspiré de demander la deuxième lecture du code électoral pour que de façon consensuelle, tous les Burkinabés aillent à l'élection en connaissant les règles qu'ils acceptent. Alors, je ne sais pas si le président Kaboré va demander une deuxième lecture, mais il faut tous que nous travaillions à ce que dès maintenant, on fasse en sorte qu'en 2020, l'élection soit également paisible. En tout cas, au Cameroun, Paul Biya, à la tête du pays depuis 1982, rempile pour un énième mandat. Il affronte 8 candidats dans un scrutin à un tour. Quelles sont les chances de l'opposition de faire mouche? Vu comme c'est parti, il n'y a pas beaucoup de chance. Si Paul Biya se représente, c'est qu'effectivement, il doit être à peu près certain, confiant en tout cas de remporter. Là encore, c'est une spécificité. On ne peut pas faire de généralité, effectivement. Là, le Cameroun, c'est encore un contexte particulier, différent, avec quelqu'un qui est au pouvoir depuis longtemps, qui n'est jamais dans le pays. Il n'est jamais quasiment dans le pays. Je ne sais pas combien de jours dans l'année il vient au Cameroun. Le reste du temps, il est à l'étranger. Et malgré tout, ça tient. Ça tient. Les Camerounais l'aiment bien, finalement.
Non, je pense que le Cameroun est un modèle de stabilité hors commun, hors du commun. Donc là, vous êtes dans votre jeu. On peut se passer d'élections au Cameroun. Écoutez, Madame Cabré l'a si bien décrit. Ce sont des élections qui ne réserveront aucune surprise. En tout cas, de l'extérieur, du regard Alors moi, c'est que de l'extérieur. Quand vous discutez avec les Camerounais eux-mêmes, et c'est pour cela qu'on dit que chaque peuple mérite ses dirigeants. Quand vous discutez avec les Camerounais, ils ont tendance à vouloir vous encourager à faire des changements chez vous. Mais chez eux, personne n'en parle. Je ne sais pas si vous avez des amis. Ouais. Je le dis parce que bon, c'est quand même étonnant. En 60 ans d'indépendance, deux chefs d'État, Taïdjo et Paul Biya, qui a été son vice-président. C'est une performance. Tant que le pays vit dans une situation de paix sociale, dans une situation de sécurité, dans une situation qui permet des investissements et le développement, pourquoi pas? En tout cas, pour le politologue camerounais Eric Mathias Ona Nguini, l'actuel chef de l'État camerounais, aujourd'hui âgé de 85 ans, est un candidat totémique, difficile, sinon impossible à battre. Je vous propose de l'écouter dans ce document de l'émission Scène de presse de la CRTV, la chaîne de télévision publique du Cameroun. Monsieur Paul Biya ne peut pas être un candidat ordinaire. Le président Paul Biya est ce que j'appelle un centre totémique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que par son parcours au sein de l'État camerounais, il cristallise la connaissance et la maîtrise de tous les niveaux de décision. Il a maîtrisé un certain nombre de positions de pouvoir. Il est le symbole vivant de la pérennité de l'État. Il est là depuis 50 ans. Il a occupé un certain nombre de positions. Avant le pluralisme, notre système politique a une structure, l'État de parti unique. Et au cœur de l'État de parti unique, il y a la bureaucratie. Et la bureaucratie reste le mécanisme essentiel d'influence dans la structuration du pouvoir au Cameroun. Quand vous avez un candidat de ce type, il incarne la reproduction de l'État. Et à partir de là, tout est joué. Tout est joué. Ça veut dire que les jeux sont faits. Il faut se dire les choses en face. Les jeux sont faits. Vous le dites enfin, les jeux sont oui, je dis qu'il n'y a plus d'élection. Comment cela se manifeste matériellement? Il y a eu plusieurs élections présidentielles pluralistes. Disons seulement pluralistes, ne disons même pas démocratiques. Elles ont toutes été gagnées par Paul Biya depuis l'élection présidentielle du 11 octobre 1992. Face à cela, la dernière, c'était avec plus de 77% de suffrage. Face à cela, et je finis là-dessus, compte tenu de la structure du système électoral, une élection à un tour, dans une circonscription qui évidemment est une circonscription nationale, un candidat qui de par les faits est un candidat totémique, vous ne pouvez pas venir à plusieurs parce que vous êtes très intelligent, très beau, très riche, et penser que vous allez pouvoir le dessoucher. Parce qu'il est l'expression d'une souche. Et une souche qui est profondément enracinée au cœur de l'État. Donc, dans ces conditions, il est très difficile pour les candidats, que ce soit les anciens, leur grand handicap, au-delà des mérites qui ont été signalés, c'est qu'en gros, comme on dirait simplement, leur temps est passé. Ça veut dire que ce n'est pas maintenant qu'ils seront en position de battre le candidat Paul Biya. Les nouveaux, ils ont un grand déficit par rapport à la structure historique de l'État camerounais. C'est qu'ils n'ont pas atteint des niveaux importants de pouvoir et de décision dans le système. On pourrait leur dire, vous avez déjà géré quoi? Mais c'est ce qu'on leur dit, ce n'est pas ce qu'on pourrait leur dire. Parce que justement, dans la représentation, au cœur du système, et même dans la population, c'est de dire, bon, vous voulez être président, vous avez déjà géré quoi de public? Voilà. Ainsi, Paul Biya est un candidat totémique, il est un centre totémique, il totémise donc tout au Cameroun. Alors, Ablassé Ouedraogo, vous avez participé à plusieurs élections présidentielles.
Biya, centre totémique, les autres ne font pas le poids. Ça illustre ce qui se passe au Burkina. Au Burkina? Non, je pose la question. Non, nous ne sommes pas dans le même cas de figure que le Cameroun. Et comme je dis, la chance du Burkina, c'est que nous avons quand même une diversité au niveau des pratiques. Et nous digérons la démocratie telle que nous la pratiquons. Rien n'est parfait. Il faut continuer à travailler pour son amélioration. C'est pour cela que je dis, par exemple, pour le cas concret du code électoral modifié, moi je pense que le Burkina Faso gagnerait à ce qu'il y ait un retour en arrière pour prendre en compte les préoccupations que les uns et les autres ont exprimées. Donc, de toute façon, au Burkina, tout de même, les élections font du bien. D'une certaine façon, Fanny Loireau, c'est ce que vient de nous dire Ablassoué Drambo. Pour revenir sur le début de votre question, effectivement, quand on gouverne depuis autant d'années, on fait en sorte de ne pas mettre de potentiels candidats qui pourraient menacer son pouvoir. Donc, effectivement, vous n'avez pas quelqu'un aujourd'hui en face de Paul Biya qui paraît crédible, puisque Paul Biya est malin aussi, et un chef d'État qui a su aussi manœuvrer pour pouvoir avoir cette stature totémique, justement, ouais. C'est qu'il l'a construite, et donc pour ça il a fait en sorte d'être seul à diriger le navire. Donc aujourd'hui, il n'y a personne en face. Ouais. Il n'y a personne en face, comme on le dit du côté de la lagune ébriée, c'est maïs. En RD Congo, malgré le renoncement du président Joseph Kabila à briguer un troisième mandat formel, les inquiétudes sont là. Pensez-vous déjà que le rendez-vous du 23 décembre sera tenu? On l'espère. En tout cas, quand je dis on, c'est la communauté internationale qui l'espère. Ici est visiblement engagé à ne pas se présenter, donc à placer un dauphin. La grande question, est-ce qu'il y aura des élections? Et s'il y aura des élections, vers quoi elles vont mener? Dans quelles conditions? Dans quelles conditions, et surtout vers quoi elles vont mener, puisque beaucoup d'observateurs pensent à un scénario russe, comme avaient fait Poutine et Medvedev. Poutine qui place son dauphin Medvedev un certain nombre d'années. Et ça marche qui revient depuis des années. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, il y a plusieurs temps. C'est est-ce qu'il y aura les élections? Dans quelles conditions vont-elles se tenir? Et surtout, est-ce que c'est vraiment le départ de Joseph Kabila, surtout depuis sa petite déclaration la semaine dernière qui a dit « Je ne vous dis pas adieu, mais à bientôt ». Alors, Joseph Kabila a dit à ses pairs « Je ne vous dis pas adieu, mais au revoir ». Parce que c'est pénible de dire adieu. Non, ben, moi j'ai l'avantage d'avoir travaillé au Congo. Je connais la plupart des acteurs, et rien que hier, j'écoutais le président du Sénat, Kengo Adondo, qui expliquait comment le processus pouvait être conduit. Ma seule crainte, c'est encore, et nous le vivons, ce que peut produire l'exclusion. L'exclusion de Moïse Katumbi. Et Kengo, dans son intervention sur RFI, disait il faut laisser tout le monde se présenter. Et nous disons que le problème de l'Afrique, ce qui peut provoquer les crises, là, ce sont les exclusions inutiles, là. Le non-respect de la Constitution, le non-respect des mandats. Et je pense que Kabila a su jouer parce qu'il a eu 2 ans de lenga, 2 ans de bonification. Il accepte donc de jouer le jeu. Il appartient maintenant aux Congolais de prendre leurs responsabilités en main et de savoir faire le bon choix. Mais je dis encore une fois, les autorités de RDC gagneraient pour la paix de leur pays en jouant l'inclusion et pas l'exclusion. En jouant l'inclusion. Un seul mot encore sur l'élection en RD Congo. La Lucha, donc cette organisation de la société civile, veut quand même marcher contre les machines à voter qualifiées de machines à tricher. Oui, ça c'est normal. Il y a eu dans d'autres pays, effectivement, on se pose sur les questions de comment garantir la sécurité de ces machines. Est-ce qu'elles ne seront pas trafiquées? Ça, que ce soit électronique ou même des urnes classiques, on se posera toujours la question de comment sécuriser un processus électoral. Ça c'est normal. Ça c'est une question qui est
tout à fait logique. Alors, qui est tout à fait logique, hein, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'au début des processus démocratiques sur le continent, au début des années 1990, les choses allaient plutôt bien, on était tout content, mais plus on avance et plus on se rend compte que, évidemment, il y a parfois des magouilles. En tout cas, c'est une sacrée ambiance à laquelle on assiste avant le scrutin tant attendu en République démocratique du Congo. C'est prévu pour le 23 décembre en tous les cas, mais avant... C'est Madagascar qui se signale sur ce terrain avec la prochaine élection présidentielle prévue le 7 novembre. La Haute Cour constitutionnelle malgache a en effet validé ce 22 août la liste des candidats au premier tour de cette élection, retenant 36 candidats sur les 46 postulants. 36 candidats donc, parmi lesquels les 3 derniers chefs d'État, dont le président sortant. Et l'on assiste d'ailleurs au grand retour de Didier Ratsiraka, 82 ans, qui avait dirigé la Grande Île d'une main de fer, d'abord de 1975 à 1993, puis de 1997 à 2002. Ablassé Ouedraogo, vous connaissez très bien la Grande Île, vous connaissez Madagascar, vous y avez même été dépêché comme envoyé spécial par l'Union africaine en 2009, si je ne m'abuse. Est-ce qu'aujourd'hui, ce casting et ce schéma vous rassurent? Non, je connais Madagascar mieux que ce que vous dites, parce que mon épouse est malgache. J'ai voulu vous laisser le dire. Non, il n'y a rien à cacher. Mon épouse est malgache, donc j'y vais très souvent. Et j'ai eu donc le bonheur d'aider les malgaches dans la résolution de leur crise en 2009. Vous voyez ce que je disais au début. Est-ce que Madagascar a besoin d'élections? Quand on voit que le niveau de vie, ou du moins le taux de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté est énorme. 36 candidats. Est-ce qu'on peut imaginer pour une population de 22 millions, je pense, est-ce que c'est nécessaire? Mais il y en a eu autant au Bénin et ça ne fait pas 22 millions, ça fait... 33 candidats au Bénin. Oui, au Bénin, il n'y a pas si longtemps. Moi, ce qui me gêne dans tout ça en Afrique, c'est parce que les gens pensent que les élections, c'est du jeu. Les gens vont comme si c'était une kermesse, comme si c'était aller au marché. Non. En décidant d'aller proposer un programme politique, c'est simplement parce qu'on a un idéal pour sa nation, pour son peuple. Et moi, je dis que 36 candidats, c'est énorme. Au-delà des 36 candidats, que vous inspire le retour de Didier Ratsiraka? Il n'est pas encore au pouvoir, bien entendu. Rien ne l'empêche d'être candidat. Leur loi fondamentale l'autorise. Son dossier a été sélectionné par la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas d'âge limite. Il n'y a pas d'âge limite. Alors, Fanny Noiro-Cabri, que vous inspire cette situation à Madagascar quand on sait que ce processus est issu d'une crise, une énième au niveau de la Grande Île? Oui, après, effectivement, il y a beaucoup de candidats. Je pense pas que c'est pas parce qu'on a des habitants qui sont en dessous du seuil de pauvreté qui peuvent pas voter, ils peuvent pas avoir le choix, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que après, oui, ils vont faire avec les candidats qui se présentent. C'est pas eux qui peuvent déterminer les programmes. Ils vont regarder justement tous les programmes des candidats. Effectivement, il y a un manque de renouvellement, en tout cas de cette classe politique. Bon, mais en même temps, il y a aussi ce choix qui est fait, et les citoyens, du coup, ont ce choix-là. Et je trouve que ça, c'est important de pouvoir se dire, on ne choisit pas par dépit, et on a ce choix. Après, on assume ce choix. Je trouve que c'est important. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Quand vous dites qu'ils ont le choix, une population qui n'a pas d'éducation, une population qui ne peut pas comparer, quel choix voulez-vous qu'elle fasse? Non, je dis non. Et moi, je vous dis que les élections en Afrique, c'est plutôt le ventre que la conscience. Mais je connais bien Madagascar, la misère est importante. Et encore une fois, pour donner simplement 500 francs CFA, 1000 francs CFA, vous achetez les consciences pour 5 ans. Vous compromettez l'avenir du pays comme ça. Des pratiques qui se font peut-être, mais qui sont illégales. Ce que je veux dire, c'est que même si on a faim, on a le droit de choisir qui va vous représenter dans des conditions... Le premier droit pour un être humain, c'est se nourrir, boire,
se loger, se soigner. Et c'est valable dans tous les pays. Ablassio Ouédraogo, vous êtes un homme politique. Est-ce que vous voulez demain être un homme d'État ou simplement un politicien? Un homme d'État. Alors il faut croire sur parole le théologien et auteur américain James Freeman Clark lorsqu'il dit que, je le cite, la différence entre le politicien et l'homme d'État est la suivante. Le premier pense à la prochaine élection, le second à la nouvelle génération. Fin de citation. Sans commentaire, mais non, plutôt si. Tout de même, donnez-nous des hommes d'État qui savent faire leurs politiciens en servant leur nation et leur époque et non pas leurs égaux. Mesdames, Messieurs, Périscope numéro 3 recevait pour vous aujourd'hui Fanny Noiro-Cabré. Elle est correspondante de TV5 Monde et de Radio France au Burkina. Merci Fanny, vous revenez quand vous voulez. Merci. Périscope, c'était également aujourd'hui Ablassio Ouédraogo, président de Le Faso Autrement. Vous voulez faire le Faso autrement et donc le monde aussi autrement. Vous avez compris. Et nous allons y arriver. Merci à Philippe Barrault qui a assuré la réalisation de ce numéro de Périscope, appuyé de toutes les équipes techniques et de production de Burkina Info. Merci également à vous toutes et à vous tous pour votre constante fidélité. Et n'oubliez pas, prenons soin les uns des autres et prenons date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.